Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog spécial puisqu'avec Marion de la chaîne Snodza, que je vous mettrai bien sûr dans le petit et dans la barre d'infos, on pleure beaucoup quand on lit. Du coup on s'est dit, tiens, si on faisait un vlog où on va pleurer. Donc on s'est choisi un livre chacune. Donc moi je lui ai envoyé une vidéo, elle m'a envoyé une vidéo qu'on va regarder juste après. On va lire un livre en commun et après un livre qu'on aura choisi pour nous. Donc il y aura 3 avis lecture dans cette vidéo et je pense beaucoup de larmes puisque c'est le but de cette vidéo. Je viens de faire ma vidéo pour Marion, je vais la monter juste après et Marion m'a déjà envoyé la sienne, donc je vous avoue que je suis très impatiente. On va pas commencer par celui-ci, mais j'ai quand même très envie de savoir parce que je suis impatiente, je n'aime pas attendre, donc je l'ai là juste ici, je vais mettre mes écouteurs et je vous la mettrai à l'écran aussi pour que vous puissiez la voir. On va commencer par notre lecture commune que je vous présenterai juste après parce qu'il y a son live qui va commencer d'ici quelques minutes et du coup on va le commencer ensemble pendant le live, donc voilà, j'ai très hâte, mais j'ai encore plus hâte de savoir ce qu'elle m'a choisi. Hello Julia, un petit message donc pour t'annoncer le livre que je t'ai choisi. J'espère qu'il te plaira et qu'il te fera chialer à chaudes larmes comme ça a été mon cas. C'est un livre pas facile à lire mais vraiment c'est une des lectures qui m'a fait le plus pleurer l'année dernière. Il s'agit de Filles de la mer de Marilyn Brach. Alors par qui ça a été traduit? Ça a été traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Tout ce que je peux t'en dire sur cette histoire, c'est que ça se passe en Corée lors de l'occupation japonaise et c'est une sorte de témoignage. C'est pas un vrai témoignage parce que c'est une histoire, mais ça va témoigner de choses qui se sont vraiment déroulées pendant l'occupation japonaise et sur lequel c'est important de prendre connaissance. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une part de l'histoire que je ne connaissais pas assez, dont je ne soupçonnais pas vraiment tous les tenants et aboutissants, même si... Est-ce que c'est hyper surprenant? Peut-être pas. En tout cas, ça m'a bien fait pleurer, j'ai vraiment été touchée par cette histoire et j'espère que tu l'apprécieras autant que moi, même si apprécier, c'est peut-être pas le mot juste. Eh bien écoutez, je suis ravie parce que c'est un récit qui a l'air assez historique et c'est vraiment ce que j'aime le plus, donc je suis très heureuse. Je vais regarder sur internet si il est à la bibliothèque et si jamais on ira le chercher ensemble demain puisque aujourd'hui c'est fermé. Donc j'ai très hâte, vraiment je suis surexcitée et vraiment merci Marion pour ce choix parce que j'ai lu Pachinko qui est un peu semblable où on suit la Corée et le Japon, donc peut-être que ça y ressemble, on verra bien. Mais j'ai très hâte et je suis ravie. Je l'ai déjà répété, mais répétons-le encore. Le premier roman de ce vlog, ce sera notre lecture commune, c'est Lettre à D de André Gorz. Il est très court, on l'a pas lu toutes les deux, ni elle ni moi, et c'est justement Marion qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai très hâte parce qu'il est très court, mais apparemment très percutant, très poignant. Donc franchement j'ai très hâte. Je regarde juste ici parce que j'ai le live justement de Marion. Et là on est sur notre première session de lecture de 30 minutes, donc je vais aller lire ça tout de suite et probablement pleurer peut-être, on verra. De Marion est terminé et j'ai moi aussi terminé Lettre à D de André Gorz. Et si vous étiez sur le live, vous avez sûrement dû voir qu'on était vraiment synchrone presque à la page près parce qu'à chaque session qu'on a faite, on était toutes les deux rendues à la page 32, après toutes les deux rendues à la page 58-59 et on a terminé en même temps et notre avis est très similaire, voire le même. Alors pour ma part, ça n'a pas été une chialade, c'est un très bon roman qui est émouvant, mais pas de là à vraiment pleurer. J'ai pas eu de vraies larmes aux yeux, j'ai été quand même émue, l'émotion est un petit peu montée aux yeux, mais pas de là à vraiment voir des grosses larmes. Donc c'est pas vraiment une chialade, mais c'est très beau.
Alors pour vous parler de l'histoire, on va juste suivre ces deux protagonistes. Du coup, c'est André Gorz qui écrit une lettre d'amour à sa femme, Dorine. Et du coup, c'est elle, cette fameuse D. Et du coup, il revient un peu sur leur histoire d'amour, sur ce qui s'est passé entre eux, les choses qu'il a pu ressentir, etc. Donc j'ai bien aimé les 30 premières pages, mais il y a un petit creux quand même entre la page 32 et je dirais la page 50-60 plutôt, où vraiment c'est une espèce d'introspection de André Gorz, où il parle vraiment beaucoup de lui et des choses qu'il a pu faire, et c'est pas très pertinent je trouve. Il fait une lettre à sa femme et il parle quand même beaucoup de lui sur tout ça du livre, et bah, c'est un livre qui fait que 80 pages, donc ça fait quand même pas mal de pages où il fait son introspection et il parle beaucoup de lui. Donc c'est ça qui m'a un petit peu moins plu, où j'ai été quand même assez extérieure au récit. J'ai, comme vous pouvez le voir, corné quand même énormément de pages. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. J'ai corné beaucoup de pages parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont très belles et la façon dont c'est dit, c'est magnifique. Je vais vous lire quelques passages parce que je les trouve beaux, mais je vais pas tout vous lire sinon ça va vous spoiler, et puis c'est vraiment très très court comme récit. Nous n'étions pas pressés. J'ai dénudé ton corps avec précaution. J'ai découvert, coïncidence miraculeuse du réel avec l'imaginaire, l'Aphrodite de Milos devenue chair. L'éclat nacré de ta gorge illuminait ton visage. J'ai longuement contemplé, muet, ce miracle de vigueur et de douceur. J'ai découvert avec toi que le plaisir n'est pas quelque chose qu'on prend ou qu'on donne. Il est manière de se donner et d'appeler le don de soi de l'autre. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre entièrement. Je trouve ça très beau, la manière dont il exprime son désir pour sa femme. Un autre passage que j'ai relevé, c'est « Avec toi j'étais ailleurs, en un lieu étranger, étranger à moi-même. Tu m'offrais l'accès à une dimension d'altérité supplémentaire, à moi qui ai toujours rejeté toute identité et ajouté les unes aux autres des identités dont aucune n'était la mienne. En te parlant en anglais, je faisais mienne ta langue. » Voilà, je trouve ça très beau, j'aime beaucoup la façon dont il décrit ça. Il y a juste un autre petit passage que j'aime bien. Il y a certains passages qui sont en anglais, par exemple, je crois qu'il y en a qu'un, c'est juste celui-ci. Et en fait, c'est des petits virelangues anglais. Et là, c'est un virelangue sur des souris. Et du coup, j'ai bien aimé ce petit côté-là. Ça m'a fait plaisir de lire en anglais cette petite chose-là. Et les virelangues, je trouve ça toujours amusant à dire. Les virelangues, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi sèches. Et vous avez vu que j'ai bugué. Et je vais vous lire un dernier passage que j'ai particulièrement aimé. Tous ces passages, c'est des passages qui sont au début du livre, mais vous avez vu que j'en ai quand même annoté énormément. Et la dernière page est très très belle, le dernier paragraphe est incroyable. Donc le dernier passage que je vais vous lire, c'est celui-ci. Je disais aussi, qu'est-ce qui nous prouve que dans 10 ou 20 ans, notre pacte pour la vie correspondra au désir de ce que nous serons devenus? Ta réponse était imparable. Si tu t'unis avec quelqu'un pour la vie, vous mettez vos vies en commun et omettez de faire ce qui divise, au contrarie, votre union. La construction de votre couple est votre projet commun. Vous n'aurez jamais fini de le confirmer, de l'adapter, de le réorienter en fonction de situations changeantes. Nous serons ce que nous ferons ensemble. C'était presque du Sartre. Voilà, c'est la dernière chose que je vais vous lire pour que vous ayez envie de le lire, parce que malgré le fait que j'ai été pas entièrement convaincue, j'en attendais peut-être un petit peu trop parce que j'en avais entendu beaucoup parler en bien, mais j'ai quand même bien aimé globalement. C'était une bonne lecture, mais pas aussi poignante et touchante que j'aurais imaginé en fait. Je m'imaginais vraiment que c'était entièrement sur sa femme, et le fait qu'il parle quand même un peu de lui pendant une vingtaine de pages, bah ça m'a un petit peu saoulée parce que c'est pas ça que je voulais voir, que je voulais lire. Donc j'ai été un petit peu déçue en ce sens, mais c'est pas un livre décevant dans son ensemble. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je vous invite quand même à le lire parce que c'est très beau. Même la manière dont il parle de sa femme, c'est quand même très très beau, et on voit tout l'amour qu'il lui porte. C'est vraiment magnifique la façon dont il lui voue un amour incontestable, mais il se rend bien compte qu'il n'a pas été assez présent dans certains moments de sa vie, et dans certains moments il lui a pas voué autant d'amour qu'il l'aurait dû, ou en tout cas il n'en a pas parlé de la bonne façon dont il l'aimait. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais en tout cas je vous invite vivement à le lire parce que juste c'est beau la manière dont... Je vais commencer mon deuxième roman. Il s'agit de Filles de la mer de Marilyn Bracht. Je ne l'ai absolument jamais lu, j'en ai jamais entendu parler, mais de ce que je vois et de ce qu'en a dit Marion, ça se passe sur l'île de Jeju au sud de la Corée.
et je sais que ça fait pleurer. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Enfin, si, elle en a un petit peu plus parlé, mais j'avoue que j'ai déjà oublié et je ne veux pas du tout m'en rappeler. C'est un livre qui a été publié... Alors, le grand format a été publié quand? En 2018. Ouais, c'est ça, en 2018. Et ça a été traduit par Sarah Tardy, donc traduit de l'anglais. Voilà. Mais je sais qu'il est en poche, qu'il est sorti en poche parce que Marion l'a lu en poche. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais en tout cas, si jamais vous le voulez, sachez qu'il est disponible. Et le grand format fait combien de pages? Il fait... Ah non, ça c'est les notes de l'auteur. Il fait 400 pages, pile. Je vais commencer à le lire un petit peu et puis je vous donnerai mes premières impressions. Je vais pas pouvoir beaucoup lire ce début de journée. Et ce soir, de toute façon, je vais pas forcément lire parce que je vais rentrer assez tard et que j'aurai pas la foi de filmer non plus. J'ai commencé un petit peu aujourd'hui et puis je le continuerai dès que j'ai du temps. Je viens tout juste de commencer ma lecture, j'ai lu 2 chapitres, donc j'en suis à la page 39, donc vraiment j'ai rien lu. Pour mes premières impressions, j'aime beaucoup. On va suivre du coup des femmes à Jeju, c'est les plongeuses. Et en fait c'était comme une tradition où les femmes plongeaient pour aller pêcher et vendre leurs prises au marché et du coup subvenir à leurs besoins. Et ici on va suivre une double temporalité avec 2 personnages. Dans le premier chapitre on est avec Anna en... Oula, on voit rien. Hop, voilà, on est avec Anna en 1943, elle a 16 ans et à ce moment-là, la Corée a été annexée par le Japon, donc il y a énormément de soldats japonais et du coup la mère d'Anna lui a toujours répété qu'il faut absolument pas se faire prendre, et notamment toute seule avec un soldat. Malheureusement c'est ce qui va arriver à Anna parce qu'elle cherchait à protéger sa petite sœur et du coup là dans ce premier chapitre on va finir par apprendre qu'elle se fait capturer par des soldats, ou en tout cas les soldats vont l'emmener quelque part, pour l'instant je ne sais pas où. Et dans le deuxième chapitre on est en 2011 avec Amy, c'est une vieille femme de 78 ans, 77 ans, elle a 77 ans et elle continue à plonger avec des amis. Et toujours pour pêcher et vendre ses prises au marché. Dans ce chapitre, on apprend que Amy fait des cauchemars et notamment un qui est assez récurrent avec une jeune fille qui se fait prendre et emmener sous les eaux par soit une baleine, un poulpe ou un requin. Mais c'est toujours très dérangeant et déroutant pour elle. Donc quand elle se réveille, elle se demande à chaque fois qui est cette jeune fille, etc. Et du coup là, on suit un petit peu comment elle est. C'est une vieille femme, mais elle tient toujours à aller pêcher, en tout cas elle est plongée et pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose d'autre mais ça part très bien, j'aime beaucoup cette thématique. Je sais que Mélanie du compte Instagram Voyage de Fumiko a lu celui-ci d'ailleurs je crois, non c'est pas celui-ci qu'elle a lu, c'est un de Lisassi je crois. Je me souviens plus mais du coup je vous mettrai juste ici la couverture et en fait elle l'a lu pendant qu'elle était en voyage en Corée, notamment à Jeju et apparemment elle a vraiment beaucoup aimé ce roman et je crois que c'était Les Plongeuses, bref je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est une thématique qui me donne envie et notamment j'avais mis le roman de Lisassi dans ma liste d'envie et potentiellement j'allais le prendre à un moment donné à la bibliothèque parce qu'il me semble qu'il y est donc... Je suis très très contente que Marion m'ait choisi ce livre-là parce que ça va m'introduire un petit peu à ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Et aussi la Corée est un pays qui me donne envie et que j'ai bien envie de visiter, en tout cas la Corée du Sud hein, bien sûr. mais voilà, pour l'instant ça part très bien, donc pour l'instant Marion a très très bien choisi. Hello, je reviens parce que j'ai avancé dans Filles de la mer. Je suis arrivée à la page 163, donc j'ai lu à peu près un petit peu plus d'un tiers du roman. Et j'aime toujours autant, j'adore la double temporalité, notamment la temporalité sur Anna, puisque Anna on la suit en 1943 et Amy on la suit en 2011, si je dis pas de bêtises, attendez je vais vérifier, oui c'est 2011. Sachez d'abord que c'est un roman assez violent, notamment il y a énormément de violences sexuelles, des scènes de viol explicites, donc si c'est des sujets sensibles pour vous, je vous le conseille pas trop. C'est vraiment compliqué à lire donc je préfère vous prévenir. Là où j'en suis, j'en ai découvert un petit peu plus sur Amy et Anna. Amy j'en ai découvert un petit peu plus parce que c'était la plus énigmatique, parce que
On savait juste elle faisait des cauchemars et puis c'est tout. Là, elle a rendu visite à ses enfants à Séoul et les souvenirs sont de plus en plus vifs et l'envahissent de plus en plus. Et c'est vraiment des cauchemars et elle se demande qui elle cherche, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc je pense que va y avoir un côté un peu plus de révélation dans les prochains chapitres. Parce qu'elle a enfin découvert qui était cette fameuse fille qu'elle voyait dans ses cauchemars. Donc j'ai hâte de lire la suite. En ce qui concerne Anna, c'est le plus compliqué à lire parce que c'est elle qui subit toutes ces violences. Donc c'est compliqué d'avoir son point de vue à elle. Je sais pas si vous êtes familier avec la notion de femme de confort ou de réconfort, je ne sais plus. Mais en gros, c'était des femmes qui étaient enlevées et qui étaient mises au service des soldats pour des faveurs sexuelles. Donc elle se faisait violer à répétition, enfin vraiment c'était affreux. Et du coup là on en parle, c'est vraiment bouleversant à lire. J'ai pas encore pleuré, il n'y a pas eu encore de vive émotion. J'ai eu un petit peu de mal au cœur dans un certain chapitre pour Anna. Et voilà, je vais arrêter ma lecture pour aujourd'hui parce que je ne vais clairement pas l'emmener au travail au risque de pleurer devant les clients. Voilà, donc je préfère emmener autre chose. Mais pour le moment, Marion a extrêmement bien choisi. C'est le genre de livre que j'aime énormément. Et puis là, ça parle aussi de pays qui m'intéressent. Je connais un petit peu aussi la notion des femmes de réconfort. Vraiment, je trouve ça horrible. Enfin voilà. Le genre d'histoires qui sont très importantes mais très dures, donc voilà, si jamais vous avez le cœur accroché, que vous vous sentez capable de le lire, je pense que ça peut être un roman très intéressant, mais sinon passez votre chemin parce que... Hello, je vous retrouve les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. Je vous les ai laissés hier sur moi qui disais que j'allais lire un chapitre d'Amy qui allait probablement me faire pleurer. Je n'ai pas pleuré, mais c'était très difficile à lire. J'ai lu après un chapitre d'Anna et je me suis arrêtée parce qu'il me reste que 150 pages, en tout cas un petit peu moins. Et aujourd'hui c'est ma journée de repos, donc je vais essayer de le terminer pour pouvoir vous faire mon avis final et que j'ai très envie de savoir ce qui se passe. Honnêtement, j'ai beaucoup de sentiments difficiles parce que c'est une lecture compliquée et j'ai beaucoup d'empathie pour les personnages, autant pour Anna que pour Amy. Donc c'est une lecture complexe et je pense que je vais pleurer, c'est sûr, parce que vraiment je suis investie émotionnellement. Je peux pas trop vous en parler au risque de vous spoiler. Mais sachez que c'est une lecture vraiment très prenante et qui vraiment prend aux tripes parce que c'est... Bon après moi je vous le disais, c'est des sujets très... pas sensibles, enfin si sensibles aussi, mais c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, la cause des femmes et notamment tout ce qui est lié au viol, ça me remue beaucoup parce que ça me touche quoi d'avoir ce genre de ressenti pour les femmes et là d'autant plus des femmes de réconfort. Rien que le nom, c'est à vomir. Voilà, c'est très intéressant. Et je sais plus si je l'ai dit en introduction, mais du coup, Anna et sa famille, et les femmes de sa famille sont des plongeuses, c'est des Aïnyo. Je le dis peut-être pas très bien, mais en tout cas, c'est des plongeuses de l'île de Jeju. Elles sont catégorisées comme des femmes assez indépendantes parce qu'elles peuvent se ramener à manger, elles sont valorisées pour ça, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Corée et dans le reste du Japon, etc. à cette époque-là en tout cas. C'est des femmes très fortes qui subissent énormément de barbarie, enfin voilà, comme beaucoup de fois dans l'histoire. Dans l'histoire tout simplement. Je vais continuer ma lecture et on va voir quand est-ce que je vais me mettre à chialer parce que c'est sûr et certain que ça va arriver.
Fille de la mer de Marilyn Bracht. Et comme vous pouvez le voir à mon nez rouge, j'ai bien évidemment pleuré. Dans l'ensemble, c'est un ouvrage, enfin c'est un roman que j'ai énormément aimé. Il m'a vraiment bouleversée, extrêmement touchée, malgré le récit violent et toutes les violences sexuelles qui sont perpétrées dans ce roman. C'est un roman très impactant. J'aime pas ce mot, mais très percutant. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai du mal à en parler parce que je viens de pleurer, donc mes émotions sont à vif. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon roman qui relate quand même bien tout ce qu'était ce genre d'horreur des femmes de réconfort. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice, elle nous a mis les dates clés à la fin, les dates clés de la Corée. Et également toute la bibliographie qu'elle a pu consulter et parfois utiliser pendant l'écriture de son roman. Et il y en a un qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, en tout cas il m'intéresse, c'est Moon Tides, Jeju Island Grannies of the Sea de Brenda Paksuno, les grands-mères de l'océan de l'île de Jeju. Alors je vois pas qu'il y a eu de traduction en français, donc j'imagine qu'elle existe que en anglais, donc peut-être que si un jour je le trouve, j'irai jeter un œil. Mais en tout cas, il y a énormément de bibliographie et bon, je pense que je me pencherai dessus. Alors au final, on parle pas énormément des Aino, j'arrive pas à prononcer, mais en tout cas des plongeuses de Jeju. En soi, on en parle au début et on y fait référence en fait tout au long du récit, mais c'est pas spécifiquement sur elles, c'est vraiment sur Anna et Amy et comment elles ont vécu la guerre, mais on y fait référence constamment dans le roman parce que du coup Anna est Agneo, je vais pas y arriver, et c'est vraiment son point d'ancrage tout au long de sa vie. Enfin vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui fait partie d'elle, enfin c'est vraiment son identité, c'est ça, et puis elle y trouve sa force aussi. Donc c'était très beau à lire, à voir. Bon, beau à certains moments, pas forcément, c'était dur, mais c'était un excellent choix, Marion. Vraiment, c'était un très très bon choix. J'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré, bien sûr. Je sais pas encore, je dirais quand même que ça m'a tellement submergée d'émotions. J'ai eu peur, j'ai eu mal au ventre à certains moments parce que je me faisais du souci pour les personnages, donc vraiment ça a été un peu les montagnes russes. J'ai quand même pleuré que à la fin, ou en tout cas vraiment à la toute fin, mais l'émotion globale qui s'en dégage, c'est quand même une forte émotion de compassion. J'arrive pas à identifier ce que je ressens, mais j'ai ressenti beaucoup de choses et beaucoup d'empathie. Ouais, c'est plutôt ça. Je suis quelqu'un de très empathique et là vraiment je me suis j'ai mobilisé mon empathie à 100% dans ce roman. Je vais m'arrêter là pour ce plan. Je commencerai mon autre livre, je pense, demain. Et je vous le montrerai à ce moment. Hello, je vous retrouve pour le troisième et dernier livre de cette vidéo que vous avez choisi d'ailleurs, puisque je vous avais proposé soit un livre en français, un pavé dans un pays scandinave, ou un livre en anglais court dans un pays d'Asie, et vous avez choisi la première option, donc je vais lire cette pavasse. C'est un pavé d'ailleurs qui m'a été offert par Marion, puisqu'elle me l'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de N'essuie jamais de larmes sanguin de Jonas Gardel. Elle m'avait même fait un petit mot, bon, qui est caché, mais il est juste là. Je me suis mis une petite liste de personnages parce que j'ai eu un petit peu de mal au début à retenir qui était qui. Alors, en ce qui concerne l'histoire, je vous avoue qu'en commençant le livre, je n'ai pas relu la 4e de couverture. J'avais une vague idée de quoi ça parlait. Je savais que ça se passait en Suède, qu'on était avec des garçons homosexuels et qu'il y avait le sida. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé à le lire au travail, mais j'ai lu, je pense, 3 pages parce que à ce jour-là, j'avais mal à la tête, la musique était très forte et du coup ma concentration n'était pas au top. Mais ça a été quand même 3 pages extrêmement impactantes. Je l'ai pas dit, mais c'est traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau et Lena Grumbach, je sais pas comment on dit. Voilà. Je vous les mets comme ça à l'écran, ce sera plus simple. Et en fait, ces 3 pages-là sont très crues, très descriptives. Mais en gros, on est avec un jeune homme qui est extrêmement amaigri dans un lit d'hôpital.
Et on voit qu'il est extrêmement mal en point, il a beaucoup de peine à parler, vraiment il regarde juste le plafond en pleurant, enfin bref, il est vraiment très très mal en point, il a pas mal d'escarres, de choses comme ça, donc c'est assez difficile. Et là, il a la visite de 2 infirmières, et donc ce jeune homme pleure, et l'une des infirmières lui essuie une larme qui coule sur sa joue, et la deuxième est extrêmement alertée, et elle lui dit « Va te désinfecter les mains tout de suite ». Elles viennent juste de franchir le sas, chaque chambre est isolée par 2 portes qui ne doivent jamais être ouvertes en même temps, et se tiennent dans la cour devant le pavillon abritant les chambres où les patients sont contraints à l'isolement. L'infirmière expérimentée, c'est plus fort qu'elle, ne peut pas s'empêcher. Elle corrige vertement la jeune aide-soignante. Celle-ci ne semble pas comprendre. L'autre précise sa pensée sur un ton irrité. « Bah si tu comptes essuyer des larmes comme ça tout le temps, tu as plutôt intérêt à mettre des gants. » « Mais il a tellement de chagrin !» s'exclame la petite nouvelle désemparée. Sa collègue renifle de mépris. « Tu connais parfaitement les règles. Chaque fois qu'on est obligé d'entrer dans la chambre d'un malade, même si ce n'est que pour arranger une alaise ou demander s'il a soif, on doit observer rigoureusement la procédure. Se laver les mains, enfiler des gants en latex, mettre un masque de protection, une charlotte et la blouse jaune en plastique. Ça ne souffre aucune exception. Les gestes médicaux doivent à tout moment prévaloir sur l'aspect humain, c'est compris ? Mais... tente de protester la plus jeune, aussitôt interrompue. Enfin bon, maintenant tu le sais. N'essuie jamais de larmes sans gants. La plus vieille secoue la tête, puis elle s'en va. En fait, c'est vraiment au tout début, et c'est déjà hyper percutant. On a déjà le titre du livre, et en fait, j'ai trouvé ça... Ça m'a quand même pas mal remué, parce que ça se voit qu'il est au plus mal, et en fait, ça annonce rien de bon pour la suite. Et ben, on sait tout de suite que ça va être le sida, quoi. Alors en gros on est avec Rasmus, je crois que je prononce bien mais je suis pas certaine. On est en 1982 et lui il vient d'avoir son bac et il va quitter la campagne profonde parce qu'il subissait énormément d'homophobie, enfin voilà, il y a énormément de violences homophobes, hein, donc si jamais ça vous fait du mal, ne le lisez pas parce que... enfin. Ou en tout cas, soyez préparés si vous voulez le lire, parce que c'est quand même assez violent, il subit beaucoup de violence même dès le départ, donc voilà, dès les 200 premières pages, on en a eu pas mal déjà de violence pour ce pauvre jeune homme, et du coup, en gros, il vient à Stockholm pour, après son bac, pour vraiment vivre sa vie, vivre une vie nouvelle, sans homophobie, en tout cas, loin de ceux qui le traitent de tous les noms. Et on a également Benjamin qui lui est témoin de Jéhovah. Il a grandi là-dedans et du coup il est vraiment persuadé que ce qu'il fait est bien, est bon et qu'il est vraiment là pour délivrer la parole de Jéhovah. Sauf que tout ce monde va se remettre en question, va s'écrouler quand un personnage va lui dire mais tu sais au moins que t'es homosexuel. Et là, tout va s'effondrer, tout va se chambouler. Pour le moment, c'est assez spécial, en tout cas dans la mise en page, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chapitre. On a juste à un certain moment des choses comme ça, donc je considère que c'est des chapitres, mais on n'a pas de chapitre écrit, c'est ça que je veux dire par rapport au tout début, on a petit 1, l'amour. Au début, j'ai été un petit peu perturbée par la façon de narrer aussi, parce qu'on passe très souvent d'un paragraphe à l'autre, c'est pas forcément la même ligne temporelle, parfois on est sur le passé, parfois on est sur le présent, parfois aussi on est sur un personnage puis d'autres. Là, typiquement, il y a un moment donné où c'est Rasmus qui parle, qui vit une expérience, et en parallèle on a ses parents, et c'est un parallèle très fort de lui, son émancipation, et de ses parents, comment ils le voient. Donc si jamais vous voulez le lire, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Mais c'est pour ça au début que ça m'a perturbée, que j'arrivais pas trop à retenir qui était qui. Mais en tout cas, c'est un roman qui me sort de ce à quoi je lis d'habitude en fait. Et c'est très intéressant, ça fait vraiment mal au cœur. Je pense que c'est sûr que je vais pleurer parce que vraiment les premières pages m'ont déjà mis un petit peu mal. Et en fait, on voit vraiment l'émancipation de ces 2 jeunes garçons, et en fait ils font preuve d'homophobie en fait envers eux-mêmes parce que la société les accepte tellement pas que eux ils veulent pas s'accepter, et ils ont des propos très très durs envers les homosexuels et envers eux-mêmes aussi. Ils se disent qu'ils sont déviants, qu'ils sont pas normaux, et surtout Benjamin.
Benjamin, qui est témoin de Jéhovah, lui, c'est très très dur pour lui. Sa conviction est totalement ébranlée et on découvre petit à petit comment ça va se passer pour lui. Et parfois, en fait, j'ai l'impression que c'est une œuvre de non-fiction parce qu'on parle énormément de politique et des droits homosexuels. Pour l'instant, on parle que d'homosexuels et de lesbiennes. On n'a pas tous les droits LGBTQIA+, hein. Pour l'instant, on n'est que sur homosexuels, lesbiennes, ce qui est déjà énorme pour l'époque, hein. On est en 1982, je vous le rappelle. Et en fait, on a énormément de faits qui se sont passés à cette époque-là. J'ai pas vérifié s'ils sont vrais, mais bon, j'imagine que oui, puis pour un souci de transparence et même de véracité. Et je trouve aussi que l'explication des témoins de Jéhovah de ce qu'ils sont censés faire, de pourquoi ils sont dans la vérité, est extrêmement bien traitée. Et en fait, ils font un petit paragraphe sur Jonas Gardell et c'est dit: Jonas Gardell est né en Suède en 1963. Il fait des débuts tonitruants en littérature en 1985, a publié une vingtaine d'ouvrages traduits dans plus de 20 langues. Véritable star en Suède, il est un artiste comique réputé pour ses one-man shows décapants et ses interventions provocantes à la télévision, tout en étant docteur en théologie. C'est forcément un de ses domaines de prédilection et je trouve qu'il arrive vraiment bien à expliquer comment a été forcé de penser Benjamin, puisque depuis tout petit on lui inculque et on lui bourre le crâne avec toutes ces idées-là. Donc c'est très intéressant, ça va me chambouler. J'ai pas dit, je crois, la maison d'édition, mais c'est la maison d'édition Gaïa, voilà, qui est juste là. Et c'est un ouvrage qui a été publié en 2016. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que Flowfly en avait parlé sur sa chaîne. Moi, je vous avoue que je l'ai pas vu du tout. Je sais plus comment il a atterri dans ma wishlist, mais je l'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Mais il me semble qu'il l'a lu. Mais je saurais pas vous dire dans quelle vidéo il en a parlé, mais je crois qu'il en avait fait peut-être une review sur sa chaîne, je saurais pas trop vous dire. Mais si jamais il a fait un avis de lecture dessus, je pense que j'irai le regarder, mais après avoir terminé. Hello, je reviens pour vous parler un petit peu de N'essuie jamais de larmes sanguin. Je suis arrivée à 448 pages. Je me suis arrêtée un peu en plein milieu d'une page parce que je devais partir. Donc je suis arrivée à un petit peu plus de la moitié quand même. Il me reste ça à lire. Je suis désolée si vous entendez des bruits de l'extérieur, mais j'ai ouvert la fenêtre, il fait vraiment trop chaud. Et il y a des travaux comme d'habitude. J'ai noté quelques passages que je voulais vous lire. Je sais plus du tout ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est toujours un récit que j'aime bien. C'est toujours en fait très violent, donc ça m'émeut pas à en tirer des larmes, mais ça m'énerve parce que c'est vraiment, c'est de l'homophobie pure tout le temps. Dans l'ensemble, en fait, j'aime bien, mais ma lecture est un petit peu atténuée à cause de cette façon de narrer l'histoire qui, moi, me plaît pas énormément. Mais après, ça gâche pas non plus ma lecture. Et je vais vous lire les quelques passages que j'ai relevés, parce qu'en fait, l'homophobie est constante de la part de beaucoup de monde, mais même de la part d'eux-mêmes. J'avais relevé à la page 247, c'est Benjamin qui parle. Benjamin, c'est celui qui est témoin de Jéhovah. En fait, dans ce petit extrait, il est pas chez sa famille pour le réveillon de Noël. Du coup, de toute façon, eux ne fêtent pas Noël puisque les témoins de Jéhovah ne fêtent pas ce genre les fêtes païennes. Et en fait, lui, il est parti fêter Noël avec du coup Paul et toute la bande. C'est un peu son premier Noël déjà, et son Noël entouré d'homosexuels. Donc vraiment hors de sa zone de confort. Et évidemment, trigger warning sur l'homophobie. Et en fait, il se rappelle d'un souvenir de vacances de quand il était petit avec son père, et du coup son père le prend dans les bras parce qu'il l'emmène au lit, parce que je crois qu'il s'est endormi sur ses genoux ou sur le canapé. Et dans l'extrait que je vais vous lire, il dit: il sent toujours la chaleur de son père, de ses bras qui le portaient, les bras paternels, et avec autant de gratitude que d'horreur, il songe: pendant toute ma vie, j'ai été porté. Or voilà qu'il se retrouve chez un pédériste, à boire du champagne avec d'autres pédéristes, tout aussi profanes et frivoles. En plus, ce même pédériste affirme que non seulement sa vraie famille ce sont eux, mais aussi qu'il est comme eux les pédéristes qui incarnent toutes les valeurs de Satan en personne, ainsi que lui a enseigné son père. Et par-dessus le marché, il fête le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. En un éclair, son monde vient d'être complètement chamboulé. Benjamin, je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant, de par le fait qu'il est homosexuel et témoin de Jéhovah, et toute l'ambivalence des deux est extrêmement forte. Et en fait, dans cet extrait, je trouve qu'on a bien tous les deux côtés de la balance entre ses convictions fortes envers les témoins de Jéhovah, parce qu'il a toujours été un témoin de Jéhovah exemplaire, et en même temps
son homosexualité, et vraiment les deux sont tirés, ces deux extrêmes qui ont du mal à se rejoindre, et là on le voit bien que c'est scindé en deux entre sa vie avec sa famille et la vie avec des personnes homosexuelles et son identité homosexuelle aussi. Bref, je trouvais que c'était un passage très très intéressant. Je voulais un peu vous parler du sida et de comment ça a été vécu, parce qu'il y a pas mal d'extraits, je trouve, qui, je pense, sont dus à l'historique et qui sont très bien relatés historiquement. Et du coup, là, on parle du sida qu'on appelle encore à l'époque le cancer gay. Et en fait, on voit qu'il y a des bons malades et des mauvais malades. Et donc, on parle de ces homosexuels et de comment ils sont dépeints par les médias et par cette maladie. Le titre est sans équivoque. Ceux qui répandent le sida sont des assassins. Les homosexuels n'étaient donc pas des victimes, c'étaient des assassins. Voilà un peu le traitement médiatique de l'époque. Et enfin voilà, encore une fois, c'est extrêmement violent de pointer du doigt des personnes malades enfin bref, c'est dur comme lecture, donc c'est pour ça que quand je l'ai mis en pause quand j'étais malade, parce que j'avais pas l'espace mental et l'énergie nécessaire de lire ce genre de propos, et le fait aussi que la narration soit un peu plus difficile pour moi, j'avais pas l'esprit disponible. Et le dernier extrait que je vais vous lire, c'est par rapport à la famille de Rasmus. Du coup, Rasmus est un garçon qui a été élevé par ses deux parents, c'est un enfant unique et qui a été extrêmement choyé, extrêmement protégé. Et on voit que c'est une relation toxique parce que ses deux parents veulent le couver à l'extrême et au final ne s'aiment plus en tant que couple, mais veulent une relation particulière avec leur fils en tant que parents, mais en tant que mère et fils, et père et fils, et pas parents et fils. Je sais pas si c'est très clair. Je trouve que cet extrait renvoie extrêmement bien la façon dont la mère de Rasmus est vraiment le contrôle sur son fils et un peu le couver et le surcouver, et que ce soit son petit bébé et son petit enfant. Et en gros, là, Rasmus revient après une longue période d'absence de Stockholm. Et en gros, son mari a remarqué qu'elle était irritable et très, très à fleur de peau par rapport à son arrivée. Là, on voit bien toute la psychologie de Sarah, la mère de Rasmus. Sarah fixe les rails. Si elle ferme les yeux et compte jusqu'à 30, elle va voir le train arriver. Elle ferme les yeux et compte, mais arrive à 16. Elle est à bout de patience et doit de nouveau fixer les rails avec agacement sans qu'aucun train soit en vue. Pardon. Il faut comprendre. Ils ont fait leurs adieux à Rasmus en septembre quand il est monté à Stockholm pour étudier, et depuis ils ne l'ont pas revu. Tant mieux pour lui s'il s'est fait de nouveaux amis là-bas à Stockholm. N'empêche, il s'éloigne d'eux. Voilà la vérité. Il est si loin qu'ils ne parviennent plus à avoir la moindre emprise sur lui. Leur petit chéri, leur pitchonnet, leur seul, leur unique, leur tout. Ils l'auront rien que pour eux et pourront le chouchouter dans les règles pour son anniversaire. C'était hier. Hier encore, devant la fenêtre du salon, il appuyait son front contre la vitre. Là, il était à eux, rien qu'à eux. Donc déjà, on a le mot emprise, et vous voyez toute la psychologie des parents de Rasmus qui sont très... J'ai pas d'autre mot que le geste comme ça. Ils sont très... ils enferment un peu. Enfin bref, j'arrive pas à trouver mon mot, mais vous avez compris. Et je trouve que ces trois extraits sont très significatifs et très révélateurs de ce qui se passe dans ce roman. Que je vais continuer avec plaisir, peut-être avec encore de la souffrance probablement, et du coup il me reste un peu plus de... Il me reste 400 pages à lire, un petit peu moins de 400 pages. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles quand j'aurai un petit peu avancé. Hello, je vous retrouve pour vous faire un petit point sur mon avancée de N'essuie jamais de larmes sans gants. Vous excuserez ma tête, je suis fatiguée à cause de cette petite crotte qui a été extrêmement chiante cette nuit et qui m'arrive. Je suis arrivée à la page 619, donc il me reste un peu plus de 200 pages, donc 220 à peu près. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai laissé, je crois que j'étais à la page 450, quelque chose comme ça. Et voilà, là il me reste ça. J'aime toujours bien, j'ai pas encore pleuré. C'est assez étonnant parce que c'est quand même un texte qui est assez fort émotionnellement. En fait, je pense que je suis pas assez touchée par la façon d'écrire de l'auteur. En tout cas, la narration
m'éloigne un petit peu du récit. Mais après, ça reste un texte vraiment intéressant que j'aime bien parce que j'aime bien aussi la façon d'écrire. C'est une façon très crue. Vraiment, le vocabulaire choisi est très incisif dans les choix terminologiques que l'auteur choisit. Vraiment, il passe pas par quatre chemins, il veut pas édulcorer la réalité. Non, la réalité, elle est dure. Et il l'a dit avec beaucoup de dureté aussi finalement. Et en fait on va suivre du coup Rasmus comme je vous l'avais dit, mais aussi on suit une autre palette de personnages, du coup des amis qui s'est fait à Stockholm. Et ils sont tous touchants par plein d'aspects différents. Et en fait j'ai aussi moins de surprises quant à leur avenir. Plus on avance dans le récit, plus on a ces petites pointe de futur entre guillemets qui va nous révéler de plus en plus comment la personne est décédée. Et en fait même ça me prépare et du coup j'ai pas autant d'émotions que ça, même si les morts sont vraiment difficiles. Il y a beaucoup de trigger warning, je vous les dirai plutôt peut-être à la fin. En tout cas j'essaierai de tout mettre dans la barre d'infos pour bien me rappeler et pour que vous puissiez aussi tout voir parce que je vais peut-être pas me souvenir de tout. Là par exemple ce que j'ai lu, on a un suicide et c'est très ambivalent dans la façon dont c'est décrit parce que c'est une personne qui est extrêmement en recherche d'attention. Je vais pas vous dire qui c'est, je vais pas vous dire ce qu'il fait parce que sinon ça va vous spoiler quand vous le lirez. Mais c'est une personne qui a toujours recherché la lumière et au moment où elle était à son pic, elle décide de... Enfin, pas à son pic, mais elle allait entrer dans vraiment la grande lumière. Cette personne décide de se suicider pour des raisons que je vous laisserai découvrir aussi. Et ça paraît presque doux, la façon dont c'est décrit, parce qu'on a du coup les dernières pensées, les dernières heures de cette personne, de ce personnage, et on nous dit qu'en fait c'était une soirée d'été, qu'il faisait beau, le personnage allait avoir une belle vie, et il est très apaisé avec le fait de se suicider, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Voilà, je pense aussi que le fait que ça fasse un petit moment que je le lis, j'en ai aussi un petit peu... ça fait un peu gros à chaque fois de me replonger dedans, parce que malgré tout, ça reste un texte dur, donc j'ai un peu envie de le terminer et de lire quelque chose de plus léger après, parce que c'est costaud, voilà, on va dire ça. Mais en tout cas, le personnage qui me touche le plus, toujours, c'est Benjamin, parce que je trouve qu'il a sa réflexion entre son homosexualité, les témoins de Jéhovah, le rapport à sa famille, est extrêmement intéressante, très aboutie. C'est un petit peu trop, par contre, sur les témoins de Jéhovah, et en fait, il explique beaucoup, c'est beaucoup de descriptions, et de temps en temps, j'ai un peu du mal à vraiment tout lire, parce que je trouve ça un petit peu trop, et un petit peu long, quand même. Sur n'importe quelle description, hein, pas forcément que sur les témoins de Jéhovah, mais c'est avec les descriptions où Benjamin parle des témoins de Jéhovah que je trouve ça le plus flagrant, parce que il nous parle des textes de pourquoi Jéhovah a fait ça, qu'est-ce qu'il faut respecter pour être dans la vérité avec un grand V, enfin voilà. C'est intéressant, mais parfois c'est un petit peu pesant et parfois les descriptions sont un petit peu lourdes. On sent qu'il a fait de la théologie, vraiment. Je pense que le dernier update que je vous ferai, c'est quand j'aurai terminé, parce que sinon ça va faire trop d'updates. Déjà, je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur ce livre, je pense que ça fera une grande partie de la vidéo. Il se démarque par rapport à ce que je lis d'habitude, mais dans le bon sens du terme. Je vous ferai un avis final parce que là, je m'en... La culture gay, dans une bien plus forte proportion que le reste de la société, fait une fixation sur la beauté et la jeunesse. Nul besoin en réalité, quand on n'est pas personnellement touché, d'entrer en contact avec cette mort hideuse. Chez les aussi, certains agissent comme si la maladie n'existait pas. Ceux qui le peuvent se réfugient dans l'être d'eux, dans l'entre-soi, dans l'isolement et l'invisibilité. Au cours des années de la maladie que sont les décennies 1980 et 1990, le culte du corps athlétique et musclé s'intensifie. On tient à présenter des corps sains et forts, des corps qui ne vont pas dépérir, qui ne vont pas péricliter prématurément, des corps qui ne vont pas mourir. On commence aussi à se raser les poils, peut-être pour montrer qu'on n'a rien à cacher, pas de taches, pas de virus, pas de mort.
on est propre. Les messages de prévention publiés dans le magazine gay Reporter reproduisent des hommes photographiés uniformément jeunes, beaux et costauds. J'ai terminé N'essuie jamais de larmes sans gants hier. Du coup je l'ai emmené au travail, donc c'est pour ça qu'il est dans une petite pochette. Je l'ai terminé, j'aurais pu pleurer, mais je me suis retenue parce que j'étais au travail. Mais en fait il y a un moment donné où c'est très émouvant et du coup j'ai senti les larmes monter, j'avais les larmes un peu aux yeux, pas énormément, mais je me suis vite dit attention, contrôle-toi, t'es au travail. Même s'il y avait personne à ce moment-là, j'avais pas forcément envie d'avoir les larmes aux yeux. Donc je n'ai pas physiquement pleuré, les larmes n'ont pas coulé sur mes joues, mais j'ai été très émue, j'ai eu la gorge serrée à certains moments. Donc c'est validé, ça a chialé. Même si c'était intérieur, ça a chialé quand même. Il y avait du potentiel, mais les conditions n'étaient pas réunies. Pour mon avis global, je trouve toujours que c'est un roman extrêmement éducatif et très intéressant. Éducatif dans le sens où c'est très bien documenté sur l'homosexualité et sur tout l'historique qu'il y a eu en Suède. Et même par rapport aux témoins de Jéhovah, comme je vous le disais, Jonas Gardell, il est docteur en théologie, c'est ça. Donc ça se voit qu'il a énormément de connaissances à ce sujet et il explique beaucoup de choses. Donc c'est très intéressant sur ces points-là. Coucou Peterson. Après, je l'ai trouvé un petit peu long parce que en tout, je l'ai lu sur 1 mois et demi, ce qui m'arrive jamais. Franchement, c'est extrêmement rare qu'un livre me dure aussi longtemps. Parfois ça me dure 1 mois, mais c'est parce que j'ai fait le découpage nécessaire. Typiquement pour le Comte de Monte Cristo, je l'avais étalé sur 1 mois, donc je sais pas, j'avais pas la même sensation. Mais en fait, vu que celui-ci, je l'ai pas lu pendant 1 semaine parce que j'étais malade, et ensuite j'ai lu un autre livre parce que j'avais très envie de le lire, ce qui fait que ça a fait 1 semaine et demie, 2 semaines sans le lire lui. Donc bref, la sensation était pas la même. Donc à la fin j'en avais un petit peu marre aussi à cause de ça. Et malgré tout, même si je l'avais lu en moins de temps, je pense qu'il est quand même un petit peu long sur certains points parce que parfois on a des répétitions de situations un peu disséminées dans le livre. Donc parfois je me suis dit oui, en fait ça je l'ai déjà lu, je comprends, en fait ça ajoute aussi un peu au récit et à sa construction. Mais parfois c'était un petit peu redondant quand même. Ça reste un très bon livre que je vous conseille de lire si vous êtes préparé à ce sujet parce qu'il y a quand même énormément d'homophobie et vraiment des mots extrêmement violents de part aussi des proches des personnages principaux. C'est très violent, c'est très cru, mais en même temps ça reflète énormément l'époque, tout simplement. On est dans les années 80 et il y a une épidémie de sida. Enfin, le sida vient de se déclarer, déjà que l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale. Attends, ça a été dit dans le livre, mais je sais plus exactement à quelle date ce n'est plus déclaré comme une maladie mentale. Mais bon, même si ça a été déclaré avant que ça ne l'était plus, dans la tête des gens, ça l'est toujours. Donc forcément, à partir du moment où il y a le sida qui se déclare et que c'est catégorisé comme le cancer gay, les homosexuels n'ont évidemment pas bonne image publique. Voilà, on les traite de tous les noms, c'est des monstres. Enfin voilà, c'est extrêmement dur pour la communauté homosexuelle. Je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que c'est quand même une sacrée pavasse. Il fait 840 et quelques pages, 845 je crois. Et je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que si ça n'avait pas été pour cette vidéo, je pense que je l'aurais pas sorti tout de suite de ma pile à lire. Et peut-être que j'aurais abandonné ma lecture parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'en avais un peu... Enfin comme je vous l'ai dit, je trouvais ça tirait un peu en longueur sur certains points. Et j'étais peut-être pas préparée mentalement à ça. Je savais que ça allait être difficile, mais en fait la violence des termes est très dure et au bout d'un moment j'en avais marre de lire autant de violence et je voulais que ça s'arrête. Mais pour la vidéo je l'ai continué, pas de mauvaise grâce, mais j'avais un petit peu de réticence vu que j'en avais marre de lire des insultes homophobes tout le temps ou même juste des choses homophobes quoi. C'est pas agréable à lire, mais ça reflète la réalité. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je suis désolée si vous entendez des bruits extérieurs, mais j'ai dû ouvrir la fenêtre parce qu'il fait extrêmement chaud. Je vous mettrai dans la barre d'infos et dans le petit, je pense que je l'aurais mis déjà au début, la vidéo de Marion. N'hésitez pas à aller la voir. Moi j'aime énormément sa chaîne et je suis très ravie d'avoir fait cette vidéo avec elle. J'espère qu'elle aura aimé les livres que je lui ai, le livre que je lui ai conseillé, et elle a lu aussi l'un de mes coups de cœur de cette année. Donc si vous voulez voir ce qu'elle a lu, je vous invite vivement à aller voir sa vidéo.
Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a plu, si vous avez envie que je refasse des vlogs thématiques sur ce sujet, si peut-être qu'un épisode 2 avec Marion vous donne envie. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et si jamais vous savez pas quoi commenter des petites gouttes d'eau puisque c'est le thème de la vidéo, c'est la chialade. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!